et bonsoir, bienvenue dans ce 4e épisode de Best Witches. On ne peut plus ravis de vous retrouver, nous sommes déconfinés, nous sommes enfin saines mentalement, tout va bien, rassurez-vous, et ce soir nous pouvons enfin être réunis autour de la table. On est accompagné de la superbe Pauline Rachel, qui est notre invitée ce soir. Donc voilà, on peut reprendre le format de table ronde comme d'habitude, même si en fait on n'avait fait qu'un seul épisode dans cette configuration. Et le thème qu'on va essayer d'aborder tout ensemble ce soir, c'est notre rapport au corps. Pauline, je te propose de te présenter un petit peu. Carrément, alors... Je m'appelle Pauline, comme vous avez entendu. Enchantée, Pauline. Je suis photographe à mes heures perdues et retrouvées. Et modèle également, un petit peu. Que c'est original. Ah bah écoutez, on essaye de faire du nouveauté. Hein. Il faudrait vraiment qu'on se sociabilise hors du monde de la photographie quand même. C'est inquiétant. On va trouver. Et voilà, j'ai un petit parcours assez récent en photo et mon rapport à mon corps a bien changé ces dernières années, donc je pense que je vais avoir des choses à raconter. Dites-moi plus, Pauline. Ça tombe très bien. Et justement, par rapport à ça, ce que je voulais vous demander pour commencer un petit peu ce podcast, c'est l'origine des complexes que vous avez potentiellement actuellement. Est-ce que vous vous souvenez de quand est-ce qu'ils sont apparus ? Ou est-ce que vous avez un moment marquant dont vous vous souvenez précisément Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole à ce sujet ? On s'est regardé avec Isole. Il y a eu un duel de regards. Non, bah vas-y, commence. Alors, donc moi c'est Marie, retenez ma voix pour pouvoir vous en souvenir. Il y a eu des commentaires comme quoi c'était pas forcément facile de repérer les voix, donc voilà. On y travaille, mais on sachait qu'on est très peu équipés, donc voilà. Mais écoutez-nous jour et nuit jusqu'à nous reconnaître. Pour la peine, je prendrai une voix très grave. Donc voilà, donc c'est toujours Marie. Alors visiblement, mon rapport au corps est assez différent. On a fait un petit débrief là il y a quelques minutes et mon rapport au corps est assez différent de mes congénères. Puisque mes complexes sont apparus non pas à l'adolescence et à la puberté, mais plutôt vers 18 ans, au début de ma vie sexuelle. Et c'est vraiment apparu assez tard par rapport à la plupart des femmes. Et du coup, mon rapport au corps, est-ce qu'il est sain ? Je pense qu'il est jamais vraiment sain, mais il y a eu une belle évolution. Et du coup, donc, tu dis que ça a apparu à tes 18 ans. Quel âge as-tu actuellement, Marie ? Aujourd'hui, j'ai 24 ans et toutes mes dents... Qu'est-ce qu'elles sont belles, tes dents. Merci. Donc, pourtant, je suis un peu complexée de mes dents quand on y parle, parce que j'ai des toutes petites dents, tu vois. Eh bien, regarde les miennes, je pense qu'on fait la paire. Super, on est copines. Mais je trouve que tu as un sourire carnassier. Alors, en parlant de dents, moi, récemment, j'ai commencé à complexer sur mes dents, alors que j'ai toujours trouvé que j'avais de belles dents. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'as besoin de complexer sur un truc, en fait ? Oui, c'est ça, je pense. J'ai dévié certains complexes sur un truc improbable, genre mes dents. Mais bon. Mais c'est intéressant, c'est comme s'il y avait toujours besoin de complexer sur quelque chose en particulier. C'est ça. Alors que t'arrives à un point où finalement t'es assez bien avec ton corps. Mais ça évoque quelque chose. Ah, il faut forcément trouver un petit point qui va chagriner. C'est vrai. Mais oui, socialement, l'esprit. c'est pas acceptable d'être heureux ou d'être content de soi, en fait. Il faut toujours avoir quelque chose de négatif à dire, ou ne serait-ce que pour se rapprocher des autres. Bah, en plus, pour le coup, là, à l'origine, c'est ma mère qui m'a dit au téléphone... Bon, en gros, je lui disais que j'avais pris rendez-vous chez le dentiste parce que ça doit faire 7 ans que j'y suis pas allée. Et du coup, elle me disait... Preuve que ah t'as bah de belles oui, dents. mais en fait, c'est quelque chose d'anodin. En plus, elle m'a dit... Ah bah oui, c'est vrai que un petit détartrage, ça ferait pas de mal, quoi. Et puis bon, c'est quand même pas joli dans ton métier. Donc, par contre, c'est bien... voilà, bon. C'est un petit peu particulier. Mais ça rebondit un petit peu sur moi, l'origine de mes complexes. Donc je suis Elisabeth, pareil, si vous voulez identifier un petit peu nos voix. En fait, moi, il faut savoir que je suis très maigre. Pas très mince, je suis maigre, très clairement. Genre, c'est ma morphologie, quoi. Et j'ai pas de problème particulier de santé, c'est vraiment... je suis faite comme ça. Et depuis toute petite, et du coup, en fait, dès très petite, j'ai commencé à complexer sur ça parce que clairement, on m'a fait comprendre que c'était pas normal.
à tel point que j'ai... Enfin voilà, on a longtemps soupçonné que j'avais des problèmes de santé, donc voilà. Et je me souviens que, en fait, ma mère me faisait pas du tout porter des vêtements qui me découvraient. Donc je crois que vraiment le moment où j'ai bien compris que ça allait... Enfin, où c'est vraiment devenu un complexe ancré, ça devait être vers mes 10 ans, je voulais sortir avec un débardeur rouge. Et ma mère insistait pour que je porte une veste. Il faisait chaud. Donc en fait, je comprenais pas. Et puis ensuite, je l'ai entendu discuter. Alors, je sais plus qui était à la maison à ce moment-là. Mais en gros, elle disait qu'elle voulait pas que les gens se posent des questions. Et ça m'avait fait pleurer. Donc voilà, c'était vraiment la première prise de conscience. Genre, je ne suis pas normale. Mais je ne peux rien faire pour changer ça. C'est souvent des petites phrases anodines comme ça qui vont déclencher des très gros complexes. Dans le cadre de la famille, ouais. Après, j'ai envie de te reprendre juste de manière spontanée, où je dirais que t'es pas maigre parce que en fait, tu as une corpulence qui va avec tes je trouve que c'est proportionné, tu vois. Oui. Il y a pas. Je dis pas ça de façon négative, moi. Mais c'est pas un gros mot. Maigre et gros, c'est pas des gros mots. Non, mais en même temps, tu as choisi ce mot en l'opposant à mince. Et de bien faire la différence. Voilà. Oui, c'est pour que les gens se rendent compte un petit peu, effectivement. Mais je pense qu'on peut se rendre compte davantage quand tu dis ça des propos que tu peux entendre aussi autour de toi, quoi. Et toi, mais justement, par rapport aux injonctions, moi, je ne suis pas maigre. J'ai, en fait, à partir de l'adolescence, j'ai commencé à prendre du poids de manière peut-être un peu plus rapide que les gens de mon âge. En plus, j'étais plus grande. J'avais toujours été la grande perche de l'école. Et donc, en fait, je me suis retrouvée rapidement à faire un 38-40 quand j'avais 13-14 ans. Et donc, c'était pas le petit 36 que les gamines de mon âge avaient. Et déjà, à partir de ce moment-là, c'était les petites phrases, les petites injonctions, les petites choses qui se veulent pas méchantes ou mauvaises. C'est plus les petites réflexions dans la famille qui vont, je pense, avoir créé certains complexes au niveau physique. Je me rappelle pas avoir été extrêmement complexée, en tout cas de mon poids. De manière générale, c'était plus un sentiment de pas être suffisamment dans les clous et dans le cadre et être trop plantureuse, ce qui maintenant me pose beaucoup moins de problèmes, mais il y a eu tout plein de petites phrases encore récemment qui m'ont marquée, avec par exemple une phrase de ma maman qui ne se voulait pas du tout dégradante ou quoi que ce soit. J'avais acheté une robe que j'adorais, une robe hyper moulante, d'hiver, manches longues, très, très serrée, et c'était la phrase « Ah, c'est avec ce genre de robe qu'il faut rentrer le ventre. » Et je sais que c'était en aucun cas pour me dire « T'es pas belle, t'es grosse ». C'est les injonctions qui disent « Faut faire attention pour ta santé », mais dans le fond, tu sais que c'est pas vraiment pour la santé. Et un chat sauvage apparaît. Un chat a failli se casser la gueule sur la rambarde du balcon. On applaudit Asgard. Heureusement qu'il n'a pas trop de bidou, lui non plus. On a évité un drame en live. Et donc... Il appelle son copain. Dommage que vous puissiez pas voir ça. Il y a du drama chat à chaque épisode. Hein. C'est vrai ça. Mais donc c'était pas dégradant du tout en fait. Mais non, en fait ça se voulait pas dégradant. Ouais. En fait c'est comme de la prévention. Comme je pense ta maman ça part voulait pas te protéger, mais du regard des autres en fait. Ouais, c'est ça. Et à force de vouloir te protéger du regard des autres, c'est comme ça que le complexe se crée. En complètement. Tout cas, c'est mon cas. Et du coup, toi, Isole, parle-nous un peu de moi. À quel moment t'as pu peut-être avoir des complexes et où est-ce que je pense que ça s'est manifesté à l'adolescence, en effet, parce que comme toi, moi, j'étais assez boulotte à l'adolescence. Je faisais un 40, j'ai fait jusqu'à un 42. Quand t'as 14 ans, c'est quand même pas évident. Quand tu vas acheter des pantalons et que tu achètes un pantalon en taille 42...
tu sais que c'est pas... Il y avait pas tellement de... On me traitait pas de grosse, mais enfin c'était quand même... Je pense... Enfin, je sais pas pourquoi... mais c'est vachement sous-entendu, je pense. Ouais, en fait, c'était pas ma corpulence qui était un problème à ce moment-là, parce que j'étais pas populaire, et du coup, c'était autre chose. Enfin, c'était un package. Personne peut dire pourquoi t'es pas populaire, en fait, au collège, particulièrement. Et par contre, je pense que ça m'est venu comme ça. Je pense que mon mal-être, il est venu vraiment avant, en fait. Quand j'étais gamine, je me souviens, à 6 ans, je me disais... J'adorais faire des photos, les photos de famille, je souriais toujours comme une débile. Et en fait, je me détestais dessus. Et à chaque fois, j'essayais de faire mieux qu'avant, tu vois, quand on me prenait en photo. Et j'étais là, je faisais des efforts. Et puis, je me trouvais toujours moche dessus et horrible. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais beaucoup de remarques sur ma sœur qui était très belle. Et je l'encensais un peu. Enfin, moi, je l'idéalisais beaucoup et je l'aimais beaucoup. Et ça me gênait pas qu'on me dise qu'elle était belle, tu vois, je prenais un petit peu ça pour moi parce que c'est ma famille et ça me concerne. Mais en effet, je me voyais toujours assez négativement. Donc le collège, ça a un petit peu cristallisé tout ça et donc tout. Hein. J'étais boulotte, j'avais les oreilles décollées, j'avais l'air d'un garçon perdu. Mais voilà. Ouais. Oh oui, ça me va bien. Mais je pense que le rapport dans la famille, moi je me reconnais vachement, ma petite sœur, on a juste 2 ans de différence. Moi j'ai pris, je pense, plus la morphologie de ma mère, où si je mange beaucoup, je vais prendre un peu de poids. Je vais pas prendre beaucoup, mais je vais prendre un peu. Ma sœur peut bouffer, mais alors... du saucisson et du Nutella dans sa chambre. En même temps. Ce n'est même pas une blague. Enfin. Mais elle va pas prendre 1 kilo. Voilà, je pense que elle est très mince. Je pense pas loin d'être maigre, un peu dans une morphologie similaire. Et je me suis... à Elisabeth. On voit pas les gestes. On voit pas les signes. La même morphologie. Alors je mange pas du Nutella avec du saucisson. Exit le Nutella. C'est 2 choses que je ne mange pas. Mais je peux... Mais dans l'idée, du coup, je pense qu'elle a une morphologie assez similaire à la tienne. Et voilà, dans ma famille... Toujours, je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire sans méchanceté aucune, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vachement important. Il n'y a jamais eu de volonté de... Et je pense dans beaucoup de complexes de beaucoup de gens, il n'y a jamais cette volonté négative à la base, quand on ne traite pas du harcèlement et négativité. En fait, c'est plus des complexes ou des réflexions qui vont te faire te sentir pas bien dans ton corps, mais de manière complètement insinueuse. Et moi, ma petite sœur, voilà, elle rentrait vachement plus dans les normes, et encore, elle est trop mince pour les normes, mais j'avais toujours l'impression que c'était elle qu'on trouvait la plus jolie. Et moi, je me sentais toujours en décalage par rapport à la norme qu'on me donnait. Même au niveau de mon visage, j'ai un nez avec une bosse qui m'a complexée pendant très longtemps, et je pense que c'est le complexe le plus important au-delà du complexe physique, du poids et tout ça. Ça, c'était au niveau d'un détail, ce qui m'a fait focaliser pendant le plus longtemps. Et voilà, elle avait les frères et sœurs, les cousins et tout. Je pense que c'est des façons de se comparer qui peuvent être extrêmement difficiles dans l'intimité, de la même manière que toi, dans ta famille, Isole, je pense que tu avais cette comparaison. On va vachement être difficile avec soi-même, parce que au sein même de notre famille, dans un cadre très proche, on va être tout le temps confronté à d'autres images que la sienne qui vont être vachement compliquées. Mais c'est très vrai ce que tu dis, dans le sens où c'est jamais dit avec méchanceté, mais ça vient quand même énormément de la famille, j'ai remarqué. Un petit peu au collège, au lycée, où là c'est plus des moqueries, mais c'est de la débilité, c'est de l'immaturité. Et parfois c'est très très méchant.
Et j'ai entendu des témoignages de harcèlement scolaire, enfin c'est totalement aberrant. Ouais, mais tu le prends pas à cœur de la même manière en fait. Je pense que ça dépend des expériences. Heureusement, je l'ai ça pas. Ça te construit plus quand ça vient de la famille. C'est ça. Le collège et tout ça, même si bien sûr quand tu subis du harcèlement, ça te marque et bien sûr dans certains cas, voilà, tu t'en sors pas, mais je veux dire, moi je sais qu'au collège-lycée, on m'a beaucoup dit que j'étais moche. Et en fait, violent. À partir du moment où je suis arrivée à la fac, on m'a dit l'inverse en fait. Voilà, après c'est ma vision de moi qui a changé aussi, mais pourtant au lycée, j'étais pas populaire, mais j'étais pas impopulaire. J'avais un copain, ça veut pas dire grand chose. Mais ouais, on m'a souvent dit que j'étais moche en fait, alors que quand on y pense, je corresponds à beaucoup de normes. Mais pas suffisamment, ou en tout cas en fait tu te rapproches mais pas assez. C'est ça. Non, ou alors en fait je fais un 34 comme un, enfin voilà, après je fais pas 1m70, mais je veux dire au niveau de mon corps je corresponds à certaines normes du mannequinat, mais en fait c'est quand même pas beau quand c'est inclus quand c'est dans la réalité en fait. Ça fait beau sur les magazines et sur les défilés, mais en fait les gens quand ils sont face à ça dans la réalité, c'est pas du tout un truc qui leur plaise. Non, mais de toute façon, le problème, c'est qu'on juge... Enfin, à partir d'un certain moment, on apprend à juger la méchanceté pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que les remarques que tu peux prendre n'ont aucun sens, ou n'ont aucun poids, ou ne sont pas basées... Elles sont basées sur une portion infime de la réalité qui est que ce que les gens veulent percevoir de toi. Et ce que les gens choisissent de percevoir de toi. Donc en effet, c'est pour ça que ça nous touche énormément, et c'est pour ça qu'aussi à un moment donné on peut s'en détacher. Je pense que ça prend beaucoup de temps avant de faire le tri dans toutes ces choses-là. Donc déjà la méchanceté ou l'agressivité, par exemple au collège ou dans les écoles, où là ça va être très direct en fait, ou des interrogations, alors que dans la famille c'est plus quelque chose qu'il faut réussir à gratter et à déceler pour comprendre qu'en fait ça te fait du mal et sur le long terme. C'est dangereux sur le long terme, sauf que on s'en rend pas compte parce que c'est sous couvert de je t'aime et je veux te protéger. Alors que à l'école ça va être un truc vachement plus frontal où on va te faire ah bah tiens dans les vestiaires, ah bah tu portes toujours des brassières, t'as 12 ans, tu fais une taille de bonnet qui mérite pas de soutien-gorge, comme manifestement aucune taille de bonnet n'en nécessite, on le sait maintenant, mais à l'époque il y a ce truc de mais t'es pas pareil que les autres, et donc ça c'est pas bien, et du coup il faut que tu te sentes pas bien par rapport à ça. Et c'est vachement difficile, c'est beaucoup plus agressif, je pense. Ça me fait penser, en fait oui, les remarques familiales, en fait elles vont surtout t'affecter dans les moments où de base t'es plus fragile. Et je pense que, mes parents ont toujours été très bienveillants, mais au final les remarques qui m'ont le plus touchée et marquée, c'était dans la famille aussi. Et c'était les moments où j'étais le plus vulnérable possible. Parce que mes parents ont toujours été très, très bienveillants, surtout ma mère. Ma mère est un peu ronde, était un peu ronde, et du coup à chaque fois qu'elle me voyait, elle m'a toujours dit que j'étais belle, que je portais bien les vêtements, que j'étais très jolie, que je faisais mannequin, etc. Mais le jour où on m'a dit tiens, t'as pris du poids, fais attention, au moment où effectivement j'avais pris du poids et ça me faisait un peu mal, mais je comprenais pas trop ce qui se passait, quand on me l'a dit, c'est là que ça a fait ça a vraiment tout chamboulé. Et c'est vraiment... c'est dans le moment où t'es le plus fragile que les remarques vraiment insignifiantes vont avoir un impact parfois désastreux, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ça enfant, le fait que nos parents nous disent qu'on est beau, mais vraiment au-delà de la beauté, tu vois, genre voilà, tu pourrais être mannequin, incroyable, oh l'angelot, mais oui, c'est ça. Et en fait, certes, c'est important de dire à son enfant qu'on le trouve beau et qu'il est beau en fait, parce que c'est important pour se construire. Mais je pense que dans certains cas aussi, ça fait pas que du bien.
Et je suis en train de me psychanalyser là, écoutez. En fait, je pense que moi, on m'a trop dit... ma mère m'a beaucoup trop dit que j'étais belle quand j'étais petite. Et le contraste avec l'image que je renvoyais à l'école, où on me disait que j'étais moche, genre ça n'avait aucun sens. Et du coup, c'est encore plus... ça t'a retourné le cerveau. C'est ça, et tu vois, Marie, quand tu dis que ça t'a que ça t'a vraiment blessée quand on t'a dit que t'avais pris du poids... Alors qu'avant on disait tu fais mannequin et tout, je pense que c'est le contraste en fait, genre d'un coup non, genre ça y est. C'est ça, mais on m'a pas dit que j'étais moche, on m'a dit fais attention. Oui voilà. Et c'est dangereux. Faut que je fasse attention maintenant. Alors que j'avais pris un peu, mais il y avait rien de dangereux et voilà. Et c'est important en fait de s'accepter parce que dans notre corps dans notre vie on va jamais avoir le même corps, on va jamais avoir la même morphologie, il peut y avoir des fluctuations en tout cas. Il faut toujours s'accepter comme on est. Ça n'empêche pas de prendre soin de soi, de vouloir faire du sport ou d'essayer d'être ce qu'on considère comme le mieux possible. Mais en fait, juste commencer par s'aimer soi en faisant, en faisant fi de toute notion extérieure et du regard des autres. Mais ça doit être tellement bien. Ouais, mais c'est vachement compliqué. Pardon. Vas-y. J'avais envie de rebondir déjà sur ce que tu disais, Elisabeth, sur le rôle des parents dans leur pensée positive envers toi. Et puis, ça rejoint aussi ce que tu viens de dire, Marie, sur... le fait de s'aimer soi-même et d'apprendre à le faire soi-même. Parce que j'avais envie de dire tout de suite, moi, on m'a jamais dit quand j'étais gamine, quand j'étais ado, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune fille, que j'étais belle. Vraiment, c'est jamais un truc qui est arrivé. Moi, j'ai eu une mère qui était absolument absente, qui ne faisait rien avec moi, qui ne me parlait pas. Donc, non, on m'a jamais dit que j'étais belle. Il y a eu que des... je ne suis pas dans le pathos, hein, mais du coup, je veux vraiment axer sur l'idée que tu peux partir de rien. Tu vois, tu peux partir de rien pour construire ton image de toi et la construire comme tu penses que tu le mérites. Et même quand tu sais pas trop comment faire et que tu as aucune arme et aucune... voilà. Donc c'est possible. Et moi aussi, j'ai envie de rebondir. Allez-y. Je voulais juste dire, en fait, du coup, le rapport que tu as à ton corps, ou du moins ce que tu en montres, de par tes photos et de par nos discussions en privé, pour moi c'est un modèle en fait, parce que tu dégages un truc, c'est genre tu t'acceptes comme tu es aujourd'hui, même si quand t'étais enfant on t'a pas dit que t'étais jolie, etc. Et même si t'es partie de loin au niveau de ton estime de toi et de ton corps, mais aujourd'hui ce que tu reflètes, c'est tellement inspirant. Et voilà. Quelqu'un m'a déjà dit un jour en parlant de toi, Isole, mais elle dégage tellement de choses, c'est vraiment une femme. Alors, explique-toi, chaton. Alors, une femme, alors moi je vais vous dire ce que c'est qu'une femme. Parce que, alors j'ai été boulotte quand j'étais ado, mais maintenant je fais un 38, tout ce qu'il y a de plus normal, je suis proportionnée, normale, et je ne compte vraiment pas les fois où on m'a dit que j'étais enceinte, ou pour quand c'était, où on m'a juste félicité. Et je sais que la dernière personne qui m'a dit ça, elle l'a fait juste pour être méchante. Parce que j'avais une robe moulante, parce que je m'en fous, et que j'ai le droit de porter une robe moulante, et que je me sentais bien dedans. Et de respirer en même temps. Voilà. Et du coup, elle est venue me voir, elle m'a regardée de haut en bas, elle m'a fait... Félicitations, avec son petit air de nénette jalouse, en fait, vraiment méchante, quoi. Et c'était quelqu'un que tu connaissais avec qui je bossais. En plus. Et vive les relations au travail. Et en fait, à chaque fois que ça peut m'arriver, il y a des fois c'est drôle, il y a des fois, généralement c'est gênant quand même. Mais une fois, j'étais à Belle-Île, là où je passe tous mes étés. Et je regardais à une terrasse, je regardais les gens passer dans la rue, et je vois une très belle nana qui avait une robe moulante noire, longue, avec un tout petit ventre, comme je peux avoir un ventre de 38, juste une forme de ventre, quoi, normale. Et j'ai trouvé ça très beau, et vraiment cette présence qu'elle dégageait et tout. Et puis maintenant, je pense à ça, et je me dis,
c'est pas possible que je m'empêche de porter des robes moulantes simplement parce que t'as des gens qui vont penser que ça ne se fait pas. Et je reviens aussi à ce que tu as dit, ça c'est une robe où on rentre son ventre. Moi j'ai envie de dire, c'est une robe où on met pas de culotte, c'est tout. Eh bien, je ne porte plus rien. Ni de soutien-gorge. D'ailleurs, on a abordé le thème du soutien-gorge très, très brièvement, mais c'est vrai qu'on peut en parler maintenant. Carrément. Moi, Pauline, du coup, j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge. En fait, déjà, pour revenir un peu plus loin, j'ai l'impression que mon acceptation de moi, elle a été progressive. J'ai du mal à me rappeler vraiment de qui j'étais au collège. C'est assez flou. Je pense que, justement, une espèce de gêne, de manière générale, a fait que je me suis un peu oubliée au niveau de la personnalité et physiquement. Je sais plus trop qui j'étais. Au lycée, en changeant d'établissement, en rencontrant de nouvelles personnes, j'ai commencé à m'apprécier au niveau de la personnalité parce que le travail sur soi c'est un tout, il n'y a pas que l'enveloppe sur laquelle on doit bosser, et moi ça s'est fait d'abord par l'intériorité et le caractère. Je me suis rencontrée au lycée, et quand je suis arrivée à la fac où j'en avais vraiment terriblement besoin après le lycée catholique où tout le monde portait les mêmes fringues, où vraiment j'avais l'impression de voir les mêmes têtes. Moi, ça m'effrayait vachement. Des robots. Ouais, vachement. Et je suis rentrée à la fac, à Tours. Et là, vraiment, je me suis rencontrée physiquement et je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps de toute ma vie. Et voilà. Il y a eu des fluctuations, mais dans l'idée, ça date de la fac. Et t'as arrêté de porter des soutifs. Ah oui. Ah oui, ça c'est... Donc... Je me suis rencontrée aussi physiquement et je me suis appréciée et valorisée en rentrant à l'université. Et en fait, ça a été un chemin progressif. Déjà, commencer à dire à ma maman que c'était dangereux ces phrases-là. J'ai commencé à faire de l'éducation aussi auprès de ma famille parce que j'étais dans un moment où je me sentais puissante et forte. Et du coup, par exemple, à cette phrase-là que j'ai dit par rapport à la robe, c'était un moment où ça pouvait pas m'atteindre. Où c'est pas cette phrase-là qui, moi, m'a fait du mal, c'était plus à titre d'exemple, mais je lui avais donc répondu que fallait faire attention parce que si j'avais été vulnérable, ça aurait pu me détruire. Ah, c'est bien de le dire. Et ça lui avait... En fait, on s'est expliqué, il y a eu des petites larmes qu'on coulait parce qu'elle s'est rendue compte que c'était pas du tout ce qu'elle voulait transcrire et me transmettre. Et donc, il y a eu plein de petites étapes comme ça, dont l'étape je porte des fringues qui me plaisent, je commence à m'habiller avec mon style à moi, qui est pas le style qu'on voit peut-être partout. J'ai un style un peu rétro ou n'importe quoi, où je mets toutes les couleurs qui vont pas ensemble, et puis c'est pas grave. Mais on appelle ça la mode anglaise. Je suis hyper british en fait. Mais du coup ça s'est passé comme ça, et progressivement il y a eu l'arrêt du soutien-gorge, comme on disait avec Marie, et l'arrêt de l'épilation, en fait, qui a été vachement... Parlons poil. Parlons poil, parlons sein. Parlons bien. Parlons femme, quoi. Non, mais du coup, ça a été à peu près dans la même période, et en sachant que, comme je disais tout à l'heure, j'ai des formes, j'ai toujours eu des formes, et il y avait toujours cette injonction de c'est dangereux, en fait, pour toi de pas en porter. De soutien-gorge. Tu vas avoir mal au dos, alors que la plupart des femmes se plaignent, même en portant des soutiens-gorge, et surtout en portant des soutiens-gorge, de douleur. Et je me rappelle, c'était dans une période où j'allais pas à la fac, où c'était les vacances, donc en fait, et je restais chez moi, donc en fait, j'étais pas du tout confrontée au monde extérieur, mais je me rappelle de ma première sortie sans soutien-gorge. Et j'avais l'impression... Tu te sentais libre. Eh ben non. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Tu vois, les gens en voiture, j'avais l'impression, j'avais pas du tout un truc moulant, j'avais un petit top, pas du tout révélateur ou quoi que ce soit, et puis même si ça l'avait été, mais j'avais l'impression que tout le monde le savait, que tout le monde le voyait, et que tout le monde me dévisageait, alors que en vrai, je pense que mes seins dans un panier de soutien-gorge, ça fait la même chose, quoi. Les gens regardent mes seins tout pareil. Mais
voilà, je me rappelle vraiment de ce sentiment de je suis pas en train de faire un truc que je suis censée faire. Et en fait, progressivement, on a réussi à enlever toutes les petites peurs et voilà, maintenant, j'en ai plus rien à faire. Il y a encore du travail, je pense, des fois, parce que tu sens forcément les regards. Moi, maintenant, ça va mieux. En fait, j'y fais plus attention, j'oublie, je me rappelle plus trop ce que c'est que de porter un soutien-gorge. J'en porte des fois parce que j'en ai envie, mais parce que maintenant, j'ai le choix. Ouais. Et que mon corps, voilà, je sais pas, je fais un bonnet DE et j'ai des seins du coup forcément qui sont pas hyper droits et qui sont pas je vole quoi, je subis aucune gravité. Non, en fait il y a forcément du poids et donc j'ai des seins qui vont tomber un peu comme beaucoup de femmes qui vont bouger simplement quand tu marches exactement, qui sont pas deux ballons figés dans l'univers. C'est une belle image. Mais donc, je pense que ça prend beaucoup de temps de s'y faire à ce corps-là qu'on nous habitue à oublier. Je pense que j'ai découvert mes seins vraiment, parce que donc ils ont changé avec l'arrêt du soutien-gorge, quand j'avais 20 ans. Alors que j'ai des seins depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, en fait, c'était aussi se redécouvrir et redécouvrir ce que c'était que son corps en enlevant ce truc que la société nous a dit. Ça, c'est important que t'en mettes. Et alors que dans la réalité, c'est pas comme ça. C'est absurde en plus parce que moi, j'ai porté des soutiens-gorge pendant très longtemps alors que j'ai une toute petite poitrine. Donc voilà. On n'a pas eu besoin, quoi. Non, mais j'ai commencé à en porter à 13 ans, je pense. Ça n'a pas de sens. Mais le besoin du soutien-gorge, en fait, d'un point de vue de la société, c'est ridicule parce qu'en fait, il faut juste cacher ton téton et cacher le mouvement de ton sein, en vrai. Pour être pudique, pour être sérieuse et tout. Et ce qui est ridicule et ce qu'on confond souvent érotisme et nudité, ou juste corporalité, en fait. Et on devrait être, pas choqué de voir un téton transparaître sous un t-shirt. Voilà. Juste la forme ou le mouvement du... C'est naturel et c'est pas sexuel pour autant. Et ce qui est contradictoire, c'est qu'en même temps, il faut pas être trop érotique, donc dévoiler trop, mais en même temps, la plupart des soutiens-gorge, ça te fait une poitrine qui est hyper proéminente. Et en fait, moi, justement, en arrêtant de porter des soutiens-gorge, j'ai redécouvert certains vêtements. J'avais des robes avec des décolletés échancrés, et quand je les mettais, ça faisait vraiment un peu, ce que j'aime bien dire, panier à seins ou disposoir. Regardez et admirez. Non mais vraiment, il y avait ce truc, forcément, c'est hyper relevé, tu portais un corset, quoi. Dans un sens, il y a un peu ce truc-là de... présentation et démonstration physique de... C'est appétissant. Ça met en appétit. Mais du coup, il y a ce truc de... Faut pas être trop sexy. Par contre, faut l'être. Faut pas être trop naturel non plus. Donc en fait, il y a une espèce de dualité, de contradiction, avec le soutien-gorge en tout cas, mais qui marche pas du tout, parce que comment on comprend ce qu'on est censé faire et j'ai l'impression que c'est ça pour tout. En fait, ce qu'il faut entendre, c'est que vous mettiez des soutiens-gorge, que vous n'en mettiez pas, que vous vous épiliez, que vous ne vous épiliez pas, que vous vous habillez sexy, que vous ne vous habillez pas sexy, ça ne va pas du tout. Ça ne conviendra pas, soit à la société, soit à votre famille, soit à vos amis, soit à n'importe qui au travail. Ça ne conviendra pas. Ça va toujours déplaire à quelqu'un. Et c'est assez drôle parce que du coup, moi aussi, je ne porte plus de soutien-gorge depuis maintenant 6-7 ans. Et je ne m'épile plus depuis à peu près 4 ans, on va dire. Et c'est un petit peu... pas mon combat, mais disons que j'y tiens. Enfin, je me sens très bien comme ça, en fait. Et c'est un peu à part ça que je vais essayer d'assumer mon corps tel qu'il est. Et je vais me dire, si j'arrive à m'aimer comme ça, au plus naturel possible, c'est tout gagné. Et pourtant, je reste très complexée, comme énormément de femmes. Enfin, les trucs classiques, les cuisses, le ventre... et tutti quanti. Mais pourtant, j'ai aucun soutien. Tout tombe. Sauf qu'il peut. J'ai aucun problème avec ne pas porter de soutien-gorge, ne pas m'épiler. Éventuellement, si je vois un garçon pour la première fois, je vais me dire, est-ce que je m'épile ou est-ce que je reste comme ça ? Tu te poses encore la question. Et je me pose la question, et en fait, je fais là. On non, allez, on fait rien. Et en fait,
faudrait vraiment que le mec soit totalement con ou bien qu'il n'en vaille pas la peine pour que ça le fasse fuir. Carrément. Au moins, ça te fait une bonne évaluation du Exactement, du en fait, c'est une belle jauge. Et c'est vraiment... c'est super. Enfin, je me sens peut-être un petit peu mieux. Je pense que ça m'a un petit peu... Ouais, ça m'a aidé, franchement. Et c'était très drôle, en fait. le déclencheur qui a fait que je ne portais plus de soutien-gorge. Alors ça peut paraître très bizarre, mais il y a genre 7 ou 8 ans, mon frère m'a dit écoute, j'ai lu une étude américaine sur le port de soutien-gorge et figure-toi que en fait le corps féminin n'a pas besoin de porter de soutien-gorge, et si tu habitues ton corps à ne pas en porter le plus tôt possible, tu vas muscler ta poitrine. Et en fait, t'as pas besoin de soutien-gorge. Et ça peut même provoquer potentiellement un cancer du sein. Et ça peut... Enfin, c'est pas confortable, c'est pas forcément beau. Ça peut être... Enfin, il y a quasiment que des aspects négatifs. Là, je les ai pas en tête, mais enfin, vraiment, il m'avait sorti l'étude. Et je suis genre... C'est quand même bizarre que ce soit mon frère qui m'apprenne ça. Oui, mais il était très curieux, donc... C'est trop bien. Et ça m'avait un petit peu travaillé. Et puis, j'avais essayé de pas en porter. Alors les premières années c'était compliqué parce que je vivais chez mes parents et donc du coup forcément les remarques, faut surtout pas qu'on voit le téton, le téton qui est sexuel bien évidemment. Le téton maudit quoi. Le téton, ouais, non mais ou la forme du sein, faire très attention à ça. Aujourd'hui j'en ai plus rien à carrer. Là j'ai été visiter mes parents la semaine dernière et en partant je portais je ne sais plus quelle tenue mais on voyait la forme de mon sein. Et ma mère m'a dit, si tu rencontres un mec louche, tu mets bien tes cheveux devant ta poitrine. Genre, mais oui, parce que... Parce que ses cheveux vont l'empêcher d'être violé. Exactement. Mais non, mais c'est totalement débile. Maintenant, je n'écoute plus ça et je me sens peut-être un petit peu plus forte que ces genres de remarques ne m'atteignent plus. Mais je peux comprendre que ça peut encore en atteindre certains et ça soit encore un frein de mais oui mais que vont penser les gens de mon téton oui mais l'été forcément porter juste des débardeurs ou des choses où on va voir le sein en fait oui on peut voir le sein mais en fait ça changera pas, enfin malheureusement ça ne changera pas le harcèlement de rue en général, mais la plupart des gens s'en battent les couilles, enfin honnêtement ils vont... Il y a toujours 2-3 pervers pour vous fixer, mais ça c'est soutien-gorge non en fait. Ça ne change rien du tout. Non mais ils ont des regards rayon X, je pense qu'ils voient à travers les anoraks et les plaids aussi. Mais attendez, elle ne porte pas de soutien-gorge. Je vois son sein à travers son armure. Mais je n'ai vu aucune différence de regard quand je portais un gros sweat où on voyait rien, ou quand je portais quelque chose où on allait voir la forme de mon sein. Ouais, je pense qu'on s'en fait vachement une montagne, comme je disais tout à l'heure. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, alors qu'on s'en rend compte. Il n'y a pas de différence. Il n'y a vraiment pas de différence. Et ce qui nous montre que tout ça, c'est complètement absurde, les règles qu'on se fixe, et la pression que finalement la société nous pose, c'est quelque chose qui est futile et finalement que personne ne voit. Même en ayant du coup des poils depuis, je sais pas, 2 ans, surtout aux jambes, et ça s'est fait par étapes. J'ai arrêté aussi les aisselles qui pour moi étaient l'étape la plus difficile, parce que c'est ça, être sale au niveau des poils, encore plus que les jambes. Il y a un truc de vraiment une injonction de c'est sale. Ouais. Et en fait, même au niveau des jambes, après, j'ai sûrement eu la chance de pas tomber sur des gros cons. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu des rapports différents et avec d'autres gens qui ont rencontré pas les mêmes personnes que moi, mais moi, les seules remarques que j'ai eues, c'était des interrogations de filles qui me demandaient ce que c'était mon parcours et pourquoi je le faisais, et qui s'interrogeaient pas de manière condescendante, mais vraiment intéressées. Et parce que, voilà, moi au début, j'ai eu ces questionnements, je chantais dans un ensemble vocal et il y avait un concert et c'était au moment où j'arrêtais de m'épiler et je me suis demandé mais est-ce que je le fais, et ma sœur au même moment aussi. C'est super de pouvoir faire ça en famille, arrêter de s'épiler, je vous le conseille.
C'est économique. Carrément. Mais du coup, je lui avais demandé, je lui avais dit, mais ça m'énerve de devoir m'épiler. Elle m'avait fait, mais pourquoi tu dois t'épiler? J'avais fait, ça va ça. Je veux dire, personne sur la scène va se dire, mais cette fille qui chante là, elle chante moins bien que les autres parce qu'elle a des poils. Non, personne ne va dire quoi que ce soit et personne ne va le remarquer. Ou si quelqu'un le remarque, en tout cas, moi, personne... Si les gens avaient envie de m'en parler de manière négative, n'a eu l'audace de venir m'en parler, parce que je pense que ça démontre aussi d'une certaine force de caractère. Si t'es capable de montrer ton corps tel qu'il est et tel qu'il devrait être, et te détacher de toute la petite poterie que fait la société avec toi, ton corps et tes idées, t'es vachement plus effrayante. Et je pense que c'est ça dont les gens ont peur aussi. C'est de laisser, en tout cas pour moi, je parle des femmes de manière générale, leur laisser le choix de s'aimer et de se détacher de cette poterie qu'on fait. J'aimerais juste reprendre un truc sur les poids, le port de soutien-gorge en général. En fait, faut rappeler que c'est un choix, et si on continue de s'épiler, si des femmes continuent de s'épiler et de porter de soutien-gorge, ça ne regarde qu'elles. Et j'avais vu, du coup c'était Marion Séclin qui avait posté une photo. Et je crois qu'elle levait un bras sur la photo et on ne voyait pas de poils. Et dans les commentaires, il y avait une nana qui avait dit « Attends, dans ton live, il n'y a pas longtemps, t'avais dit que t'arrêtais de t'épiler. Et là, je vois que en fait, tu t'épiles, c'est n'importe quoi. » Juste, mais c'est son choix. À aucun moment, on devrait shamer celles qui s'épilent, celles qui portent des soutiens-gorge ou celles qui disent qui font quelque chose considéré comme pas féministe. En fait, c'est tout autant féministe d'avoir le choix de s'épiler et de porter le soutien-gorge. L'idée, c'est de s'approprier son corps, surtout de la façon qu'on veut. En fait, ça regarde que vous. C'est votre choix. Puis t'as l'impression qu'il y a deux teams. Il y a la team poil et la team normale, entre guillemets. Et du coup, tu as pas le droit d'appartenir aux deux camps. Et en fait, je pense que moi, c'est un des problèmes que j'ai, c'est que j'affirme vraiment assez fortement ce que je suis et que j'en ai un peu rien à battre de mon apparence en général, c'est-à-dire que en fait j'en ai rien à battre de ce que les gens en pensent. Par contre, ça me blesse quand même quand les gens font des remarques négatives ou blessantes. Et moi, la dernière fois, j'avais des poils sur les jambes, et je suis blonde, hein. Mes poils sont plus blonds que blonds, on les voit pas. Et il y a une personne qui me parlait en face et qui m'a dit genre, Isole, le problème avec toi, c'est que t'es négligée. Et ça m'a vraiment vexée, en fait, parce que c'était dit pour être ah ouais, je suis négligée. On m'a dit que je puais aussi, simplement juste parce que visuellement j'avais des poils, hein, je pense, hein. C'est hyper blessant, même si t'assumes tout ça, et que du coup en fait ça donne l'impression aux gens que ça va pas te blesser ce que tu dis. Que t'es extrêmement fort, du coup que t'as maintenant tout passe sur toi, tout cool. Mais c'est fou que ça soit plus ou moins dans la sphère pas privée, puisque c'était des collègues, mais en tout cas de gens qui sont que tu connaisses, voilà, dans ta côtoies, quoi. Des gens que tu côtoies, et que ça vienne de femmes principalement. Ouais, c'est étonnant. Mais c'est pas si étonnant que ça, parce que y a beaucoup de femmes extrêmement sexistes. En fait, tant qu'on nous fout dans la tête et qu'on nous façonne dans une certaine idée, parce qu'il y a quand même de ça, on est dans une culture où on est bourré de visuels, donc déjà dans la photographie, dans le cinéma, dans la publicité. Ça change très doucement en ce moment, ça change un peu, mais voilà, ça prend son temps, mais on est habitué au même corps, et donc toutes les générations d'avant, elles portent les réflexions de leur mère, de leur père, et en fait, ce qu'on pense être de la protection, je pense qu'on revient toujours à cette idée de famille, au sein même des foyers, il y a du sexisme déjà de femme à femme, et donc en dehors du foyer, les femmes, de par leur inconfort et de par leur mal-être, vont s'attaquer aux autres, parce que c'est un truc de brut, de se sentir bien dans son corps, c'est un truc hyper brutal, et il faut descendre des autres pour être bien. Est-ce que c'est ça le problème qu'il y a avec les féministes qui sont mal vues, parce que certaines femmes ont peur
d'être jugé par rapport à ça, et est-ce qu'on a peur de plus pouvoir séduire les hommes en fait, je sais pas, s'il y a un truc... Je pense que le problème est plus large que ça, mais ça peut venir de là. En fait, c'est mal vu de bien s'aimer et de pas être complexé. Est-ce que vous connaissez le Fat Talk ? Ça c'était repris dans le TED Talk de Charlie Danger. Charlie Danger, qu'en avait parlé. J'avais partagé la vidéo à mes amis ici présentes il y a pas longtemps, et en fait ça m'avait assez surprise. Mais c'est tellement courant, c'est cette manie qu'ont les femmes à dire ah mais tu vois, t'as vu mon ventre, j'ai vachement pris. Et l'autre qui va dire attends mais toi t'es pas grosse, regarde-moi, regarde un peu tout ce que j'ai pris. Non mais surenchérir, donc laquelle a le plus de complexe, et comme quoi on peut pas s'assumer, c'était pas possible. Ça fait partie des codes de relations sociales quoi en fait, que tu dois vraiment... C'est même comme ça que tu peux te lier d'amitié, genre quand t'as certains complexes en commun avec quelqu'un, tu vois, c'est... Bah, surtout quand t'es plus jeune, mais... Et si tu n'en as pas, tu es narcissique. Exactement. Moi, j'adorais entendre des femmes dire putain, je me sens trop fraîche aujourd'hui. Et l'autre qui disent ah ouais, effectivement. Et puis moi aussi. Tu veux me voir débarquer dans ma robe à paillettes, je vais être trop fraîche, je te dis. Bam bam, j'arrive en bombe. Non, je pense que c'est hyper courant, ce truc de si t'as pas un complexe, c'est que t'as une surestime de toi. Ouais. Ce truc de tu t'aimes trop, ça veut dire quoi s'aimer trop ? Du moment que t'as pas de comportement déplacé envers les autres et que tu atteins pas au bonheur et que tu dis rien de déplaçant envers les autres, tu peux pas t'aimer trop. Et alors on s'en fiche, tu peux être très bien dans ton corps, te trouver hyper sexy, hyper classe à 2h du mat en pyjama, être en mode genre waouh, la classe. Non, y a pas de... C'est quoi la limite ? C'est quoi s'aimer trop ? Et dernièrement, toujours parler de la photographie, mais j'ai fait un shooting avec une amie de ma mère qui est malade, qui a appris qu'elle avait le cancer, et un cancer du sein, et elle m'a demandé de faire une séance avec elle, voilà, pour faire un état des lieux d'elle à 50 ans, avant les traitements. Elle allait se faire couper les cheveux et tout ça, il y avait tout un passage, et elle a tenu à me dire au téléphone, mais c'est pas parce que je m'aime trop, hein. C'est pas narcissique, c'est pas pour les autres. Mais il y avait ce truc d'obligation, et j'étais en genre... Et puis même si c'était parce que tu t'aimes et que t'as envie des photos de toi, c'est super. Et je pense qu'il y a vraiment une question de génération où je pense que notre génération à nous, donc dans la 20-30aine, et surtout la génération d'en dessous, il y a des choses qui se libèrent vachement par rapport aux générations de nos parents, où vraiment s'aimer et aimer son corps, c'est pas normal et c'est même mal vu. Alors que maintenant, je pense qu'on a ce truc de body positive beaucoup plus grâce aux réseaux sociaux, qui sont aussi dangereux, mais il faut aussi se rappeler l'impact positif des réseaux, où il y a vraiment des comptes qui s'affirment, qui revendiquent des valeurs hyper positives, et puis de choix. Voilà, par rapport... il y a des super comptes de modèles qui sont en surpoids. Je pense à une modèle qui s'appelle Métolour, qui fait aussi... plein de choses par rapport à la sexualité pour faire le tri dans tout ce qu'on nous apprend, et c'est hyper positif de voir ces gens ces voix qui se réveillent dans tous les milieux et domaines différents pour dire qu'il n'y a pas de manière de trop s'aimer et il n'y a pas de corps qui ne mérite pas d'être trop aimé. C'est hyper important de se rappeler de ça. Et surtout, il n'y a pas de corps qui ne mérite pas d'être montré. Carrément. Ça a été une bonne chose pour ça. Après, c'est vrai qu'Instagram... c'est à double tranchant. Voilà. Par rapport à Instagram, c'est vrai que c'est un petit peu le réseau social dit narcissique. Donc c'est un peu à double tranchant. D'un côté, t'as beaucoup de comptes de femmes, d'hommes qui vont se montrer et qui vont au final complexer beaucoup. Et c'est triste parce que c'est juste des photos de gens, mais c'est un côté un petit peu néfaste. Donc c'est vrai que dernièrement, j'ai arrêté de suivre les comptes qui me faisaient du mal et j'essaye un peu plus de suivre les comptes body positive qui vont plutôt me faire du bien. Mais c'est vrai que oui, c'est un peu à double tranchant en fait. C'est bien de voir à part égale des corps divers et variés et pas voir une majorité d'une norme
qui va dominer et écraser tout. Bah, il y a de tout sur Instagram, enfin dans les réseaux en général, et donc du coup il faut vraiment pas se limiter aux comptes qui sont peut-être populaires, mais enfin dans le milieu où on est, et on regarde tous les mêmes choses, les mêmes comptes, on se les partage et tout. Mais il faut garder les positifs. Il y a une modèle que j'ai pris en photo il y a pas longtemps qui a pris des pincettes de ouf pour me dire par rapport à ma pratique de modèle, qui me disait alors le prends pas mal, mais vraiment c'est agréable, enfin oui je te dis ça, mais c'est agréable de voir une fille qui me ressemble, quoi, tu vois, un corps en 38, qui a pas honte de son corps et qui se montre. Et j'étais vraiment super contente parce qu'en effet, du coup, c'est aussi peut-être... Enfin, bon, c'est pas pour me montrer en particulier que j'ai pas... Mais juste, j'ai pas honte de mon corps et je suis très contente de ce qu'il est aujourd'hui. Et je suis justement contente parce que je me suis beaucoup posé de questions et je me suis beaucoup fait souffrir par rapport à ce corps-là. Et du coup, et j'allais dire, par rapport à Instagram, du coup, on s'est échangé quelques comptes de nanas qui sont pas forcément dans des codes précis de mannequinat. Et des nanas qui ont un petit peu de forme, ou moi il y a une nana que j'aime beaucoup aussi, et je reviens sur les poils parce que bon, elle fait beaucoup de nus, et donc on voit ses poils, des selles, de jambes, et ce qu'on voit surtout beaucoup, c'est son bouche. Et franchement, à chaque fois que je vois une photo où on voit son bouche, je suis là genre... Ah mais c'est bien. Ses poils pubiens. Ses poils pubiens. Elle a des poils. Des poils pubiens longs. Elle se les colore en roux, orangé. Nude Nora. Ah oui, j'aime. Elle se met des fleurs dedans et elle est là, vive les poils, les jambes écartées et tout. Et moi je suis là genre ouais, c'est ça la liberté. Et j'adore trop quoi. Vraiment faut suivre des personnes qui sont libres et qui le montrent. Ouais, en fait ça, c'est bien si vous êtes sur Instagram et que vous avez des complexes et que Instagram vous fait du mal. Suivez des comptes de femmes qui ont une morphologie semblable à la vôtre, de comptes qui vous ressemblent. Et ça fait beaucoup de bien. Genre, ouais, vraiment de trouver surtout des femmes qui vont montrer les parties du corps dont vous êtes complexé, que ce soit, enfin, peu importe vos complexes en fait, mais elle va les assumer. Ça fait du bien, vraiment. Puis qu'elles vous ressemblent ou pas, mais des femmes qui admettent aussi leur sensibilité. Quand elles se montrent aussi de façon plus en train de pleurer, ce que je trouve très courageux aussi, mais c'est hyper important, ça fait du bien parce que tu te rends compte que tout le monde est humain, voilà. Et qui montre aussi l'envers du décor, parce que Instagram, c'est toi qui contrôles ton image, et on a tendance à oublier ce truc là, que les photos, il y en a sûrement 200 qui ont été prises et qui sont regardées une par une. S'il y a un truc qui s'affaisse, s'il y a un œil qui vire un peu, non, jamais elle sera postée. Et faut bien se rappeler que c'est une machine à rêve, en fait, Instagram, et que la plupart des gens n'ont pas ce réflexe de se questionner sur est-ce que c'est quelque chose qui est bénéfique pour moi. Et je pense que du moment où on se questionne et qu'on cherche des comptes qui vont nous faire du bien, à partir de là, il n'y a plus rien vraiment qui peut vous faire du mal sur Instagram, parce que le plus dangereux aura été évincé. Et pour rebondir sur le body positive et Instagram, ce qui me fait un peu flipper, moi, des fois, c'est comment le body positive est utilisé, enfin le hashtag, alors que c'est clair. C'est pas du body positive. C'est devenu marketing, en fait. C'est devenu ultra marketing. Le féminisme est devenu du marketing. Ouais, carrément. Et moi, je m'en rends vachement compte des fois où je me dis que, mais enfin, peut-être qu'on a des visions différentes aussi du body positive. Peut-être que la mienne, elle ressemble pas du tout à celle des autres. Et du coup, je me questionne par rapport à ça. Est-ce que c'est juste moi qui ai pas la même vision? Mais des fois, je me dis juste, attends, là, j'ai pas l'impression que ça soit sain. Alors, en fait, le problème, c'est que c'est un terme qui est... en fait, comme c'est assez large comme terme, en fait, juste le truc, énorme. C'est accepter son corps comme il est, voilà, de façon positive. Et en fait, à partir de là, chacun a son interprétation. Le problème, c'est que... Alors, moins maintenant, mais moi, je me suis longtemps un peu... il y a eu une grosse période où les premiers posts sur le body positive... en fait, c'était un peu blessant pour moi, parce que
bah en fait je me sentais pas concernée alors que moi aussi j'ai besoin d'accepter mon corps en fait, mais en fait moi comme je fais partie d'un type de corps qui est surreprésenté et en même temps qui convient pas non plus, enfin tu vois c'est très confusant. Tout le monde t'envie sans comprendre qu'en fait on est en train d'envier ton complexe quoi. Et en même temps après on dit les vraies femmes sont comme mais ça. Mais c'est ça en fait parce que tu vois souvent des genre des posts sur Facebook genre donc avec une femme ronde en sous-vêtements donc c'est top et puis bah en fait les commentaires c'est bah ouais en fait dans la réalité nous les femmes on est comme ça en fait on n'est pas des sacs d'eau. On peut dire des sacs d'eau. C'est ça. Il y a un peu cette tendance qui va complexer les femmes maigres parce qu'elles sont surreprésentées, comme tu as dit. Ouais, limite, elles sont plus assez... ça m'a choquée aussi, Elles sont plus assez valables, on les a trop vues. Donc, après, je comprends, enfin, je veux dire, bien sûr, là, moi, c'est ce que je ressens et tout, mais... Bien sûr, je dis pas qu'il faut qu'on montre plus de femmes maigres comme moi, mais, je pense juste ça sert à rien de descendre un type de corps par rapport à un autre. Du coup, toutes les nanas qui vont dire non mais c'est bon, enfin oui, t'as pas le droit de complexer, t'es mince. Ça doit être hyper blessant quoi. Enfin... Bah et en même temps les gens, je crois pas qu'on m'ait jamais dit ça en ces termes, mais par contre, très clairement, on m'a jamais dit que j'avais de la chance non plus d'être comme ça. D'accord. Enfin, après ces dernières années, bah, comme j'ai pris confiance en moi, on me fait plus de remarques et puis aussi c'est le monde adulte entre guillemets où les gens se permettent moins de remarques. Mais sinon c'est moins direct. Oui, voilà, exactement. Je pense que c'est toujours là mais ça c'est plus caché. C'est ça, alors qu'au lycée, des élèves, surtout des profs qui se permettaient de me dire que j'étais anorexique. J'avais un prof de sport, une fois, je me sentais pas bien, un truc d'équitation, ça n'a rien à voir, un truc d'endurance, mais juste parce qu'en fait, j'ai jamais été sportive, quoi, donc ça me faisait chier, et puis je pense que j'avais peut-être potentiellement un peu joué la comédie. Et en fait, il m'a pris les mains pour regarder si j'avais pas des traces de dents sur les doigts, pour voir si je me faisais pas vomir. C'est violent. Voilà. Bon là en vrai ça avait duré longtemps, en plus j'avais dû me justifier longtemps et là pour le coup ma mère avait passé un petit coup de fil parce que bon là c'était vraiment chaud. Oui, non mais c'est fou parce que ça se voit bien en fait à ta peau que t'es en bonne santé, tu vois, genre ta peau est rose, tu rayonnes. Ça se voit rapidement. En plus je suis, je suis en bonne santé. Oui c'est vrai, pas forcément. Mais par contre oui dans des cas extrêmes, par contre, de toute façon l'anorexie c'est une maladie et voilà. Donc bon, oui c'est une maladie mentale en fait avant d'être physique, donc avant qu'il y ait les signes physiques vraiment. C'est ça. Mais en fait, c'est ça, ça se voit pas forcément. Et pendant longtemps, ça va pas se voir. Dans les TCA, il y a plein de types de maladies qui vont pas forcément se voir. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est du coup une maladie qui va consister à faire surattention à tout ce qu'on mange, à peser tous les aliments, à manger sain le plus possible. Et vraiment, tout penser, comment dire, calculer, réguler, chiffrer, et ça va pas forcément se voir. Puis à te peser 5 fois par jour et que tu vois quand t'as pris 10 grammes, quoi. Et le corps peut être en bonne santé, mais le rapport à la nourriture peut être très mauvais. Et enfin voilà. Parce qu'on nous balance de toute façon que des régimes, voilà, tous les étés, donc et quand c'est pas ça, moi par exemple, disons que je me sens pas concernée par les pubs pour des régimes, par contre quand je vois sur Instagram que des comptes de fitness où les nanas ont des boules de ouf, bah en fait ça pour le coup ça c'est un peu ce qui serait susceptible de me complexer quoi. Parce que bon bah en même temps ça serait bizarre que j'ai des formes avec que j'ai beaucoup de formes je veux dire avec le corps que j'ai. Ça n'aurait aucune... en plus, j'aime mon corps tel qu'il est, mais juste, c'est vrai que de voir des choses qui sont inatteignables et qui correspondent là, depuis ces dernières années, genre les corps assez athlétiques et en même temps avec des formes... c'est fou, je veux dire, des formes comme ça, quand on était ado, c'était
pas du tout quelque chose qui était considéré comme beau, et au contraire. Vous les avez vus, les premières pubs de régime post-confinement? Non. Ça, j'en ai vu à la caisse du magasin, et c'est genre, bon bah, ça y est. Wow. Mais tout est un argument de vente. Un argument, exactement. Ça m'a surpris. Bah, et ça joue toujours sur les insécurités, hein, c'est sûr, mais enfin, je veux dire, aujourd'hui, alors qu'on a l'impression, parce qu'on est dans un groupe, on a l'impression que les choses évoluent, et la société et les marques et tout essayent de quand même nous rentrer d'office dans les codes physiques et sociaux qui sont centenaires, quoi. Je pense que c'est aussi difficile de se rendre compte quand aussi au sein de notre cercle d'amis, on fréquente beaucoup de gens comme nous, entre guillemets, où on va se sentir assez bien ou assez en confiance, où en fait on se retrouve vachement au niveau des caractères. Et donc on a l'impression que les choses évoluent, et quand on reste confronté à la, entre guillemets, réalité, voilà, de ce qui se passe en réalité, de la publicité, du cinéma, du fait qu'on galère toujours à voir des femmes rondes ou des femmes maigres vraiment aussi à la télévision. Simplement qui sont pas dans la norme. Voilà, qui sont pas dans le... Hop, je fais le poids idéal par rapport à... Idéal, évidemment. J'ai un IMC parfaitement dans la norme. Non mais je pense que c'est hyper difficile, et et de s'en détacher, ça va prendre beaucoup de temps, parce que du moment que ça devient un argument de vente, tout est faussé. Et qu'on nous prenne body positive ou non, dans un sens ou dans l'autre, que ça soit un argument de ah bah là le confinement on s'est laissé aller, donc va falloir faire attention, ou ton corps est bien mais en fait la marque au final va pas forcément t'aider non plus. Faut réussir à faire un tri, je pense, interne, et voilà, détacher de tout ces influences extérieures. C'est ça l'enjeu principal, et d'éduquer en fait, parce que c'est ça qui va aider, déjà nous aider nous, à nous éduquer entre nous dans notre génération, et puis celle d'après, parce que ça fait une vraie différence. Moi je peux juste parler pour l'exemple de ma petite sœur, parce que donc j'ai 2 petites sœurs, j'ai parlé de ma petite sœur qui a 20 ans, mais j'en ai une deuxième qui a 15 ans aujourd'hui, donc on a 7 ans de différence, et donc elle a été au plus près. On va dire que moi, ma révolution intellectuelle et physique, ça s'est vraiment passé donc il y a 3-4 ans. Donc Mylène, elle avait 10-11 ans à l'époque. Donc l'âge où vraiment tu passes entre guillemets de la petite fille à la pré-ado, et donc là t'es une éponge, vraiment, à tout ce qu'on va te dire. Et aujourd'hui, tu compares. Après, bien sûr qu'on n'a pas tous le même vécu, mais tu compares son vécu à mon vécu et au vécu de plein de gamines collégiennes, qui est souvent marquée par les complexes et presque un dégoût de soi. Ma petite sœur, elle n'a aucun complexe. Et c'est pas parce que... elle est parfaite, puis même elle est parfaite comme elle est, parce que elle est unique et qu'elle a son corps à elle qui est différent de tous les autres, et c'est génial. Mais juste parce que nous on a peut-être avec mon autre sœur donné 3 petites clés qui faisaient que tiens, on a décidé d'arrêter de porter des soutiens-gorge, pas parce qu'on trouvait pas ça beau, mais juste parce qu'on avait envie d'avoir le choix. Pareil, si on a envie de s'épiler les jambes, bah un jour on le fait, c'est pas grave, on s'en fiche. Le but c'est juste à la fin d'avoir le choix. Et on donne pas assez le choix aujourd'hui aux ados, filles et garçons, de trouver qui ils sont vraiment et de s'aimer. Et du moment qu'on apprend aux gamins à faire ça, mais la génération d'après, elle va être belle, quoi. Belle parce qu'elle sera juste bien. Ouais, carrément. Non, mais c'est vraiment important. Et même après, entre eux, ils peuvent s'éduquer. Et ma petite sœur, elle éduque ses amis. Et déjà, à partir de là, c'est génial, parce que elle éduque ses amis mecs, hein, dis-moi. Elle éduque les deux. Ouais, c'est bien ça. Et à tous les niveaux, au niveau des stéréotypes, voilà, d'amitié fille-garçon, c'est toujours compliqué, parce qu'il y a toujours des doutes. Et ben, elle va balancer... En fait, on a réussi à donner des pistes
à une gamine qui est maintenant une warrior. C'est William Wallace. La machine de guerre. Ta petite sœur. Liberté. Il y a un peu de ça. Et dernièrement, elle m'a dit... Le kilt au vent. Liberté. Non, mais elle m'a dit dernièrement qu'elle savait pas ce qu'elle voulait faire dans la vie, mais qu'elle avait envie de se battre pour les droits des gens. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment ce truc de positivité et d'appréciation de soi. Et moi, ça me crève de bonheur de voir ça, parce que je me dis, mais à 20 ans, qu'est-ce qu'elle va être, la gamine? Elle va être incroyable. Pas qu'elle change. Je pense que là, c'est mal parti. Elle a du poil aux pattes et un sourire. Non, mais je veux dire, dans sa manière de penser, faut que ça dure comme ça, c'est génial. Non, carrément. Je voulais juste finir cet épisode avec une question ouverte, auquel on ne va pas répondre, mais une petite piste de réflexion. Alors, imaginez un monde... Ah oui. Vous l'imaginez déjà? Imaginez un monde où le regard des autres n'existe pas et n'a aucune influence sur vous. Imaginez que tous les choix par rapport à votre corps, à votre façon de vous habiller, à votre façon d'être avec vous-même soient totalement libres et rien ne pourrait l'influencer. Est-ce que ça changerait par rapport à aujourd'hui? En fait, c'est ça. Faudrait que ce soit dès aujourd'hui et tout le temps. Attends, j'appelle le président. Oui. Monsieur Macron. Emmanuel, j'ai une proposition à faire. C'est tout pour moi. Magnifique, merci Marie. On va se quitter sur cette vision idéale. C'est totalement à notre portée, je pense. Il faut se laisser le temps et puis s'approprier son corps. Arrêter de se soucier du regard des autres, même si c'est compliqué au début. En tout cas, moi j'aurais bien aimé terminer sur une phrase que j'aime beaucoup. Ça vient de me venir comme ça, on dirait que je l'ai préparé, mais non. En ce moment, je suis à fond, je re-regarde des saisons de RuPaul's Drag Race. Oh, quel bonheur. Quel bonheur pour ceux qui connaissent pas. Donc, c'est une sorte de télé-réalité, en fait, où des drag queens sont en compétition sur certains thèmes, et c'est incroyable, c'est hyper créatif. Et c'est juste un pur bonheur à regarder, moi ça me rend super heureuse. Cette fameuse phrase qui est « If you can't love yourself, how in hell you're gonna love somebody else ?» Alors, traduction, si tu ne peux pas t'aimer, comment putain pourrais-tu aimer quelqu'un d'autre? Ça, c'est une belle traduction, merci Marie. Comment putain? Allez, on vous fait de gros bisous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et c'était les Best Witches.